Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ultime adieu à l'ex-chef de l'État, Jerry John Rawlings. Le premier président démocratiquement élu du Ghana a été inhumé ce mercredi 27 janvier au cimetière militaire d'Accra, plus de 2 mois après son décès. Le président nigérian Muhammadu Buhari appelle à une restructuration immédiate de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, un allègement des charges serait nécessaire pour assurer l'efficacité de cette organisation sous-régionale. Et la Guinée-Bissau reçoit le soutien du Fonds monétaire international dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Plus de 20 millions de dollars vont être décaissés dans le cadre d'une facilité de crédit rapide. C'était l'ultime adieu à Jerry John Rawlings ce mercredi 27 janvier. Le premier président démocratiquement élu du Ghana a été inhumé au cimetière militaire d'Accra après 4 jours de funérailles. Rappelons que l'ex-chef de l'État est décédé le 12 novembre 2020 à l'âge de 73 ans après une courte maladie. Son enterrement était initialement prévu le 23 décembre 2020, mais il avait été annulé au dernier moment à cause d'un désaccord entre sa famille, les chefs traditionnels et des responsables politiques. Il est à noter que Jerry John Rawlings incarnait pour beaucoup un symbole du panafricanisme sur le continent africain. Écoutons à ce propos le président Nana Akufo-Addo qui lui a rendu hommage. Hommage à son Excellence Jerry John Rawlings, premier président de la 4e République. Adieu commandante. Il est arrivé sur la scène comme un météore, mais un météore qui n'a pas pris feu et ne s'est pas désintégré comme le font tous les météores. Au contraire, il est resté puissant jusqu'à la toute fin de sa vie, laissant de fortes empreintes dans le sable du temps. Leader charismatique, énergique et intrépide. Tels étaient les adjectifs attribués par de nombreux Ghanéens au président Rawlings. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le premier ministre Sylvestre Ilunga a été destitué ce mercredi 27 janvier à la suite du vote de la motion de censure déposée à son encontre depuis le 22 janvier. Sur les 382 députés présents à l'ouverture de la séance, 367 se sont prononcés en faveur de la chute du Premier ministre et de son gouvernement. Cet événement, qui était attendu par les partisans du président Félix Tshisekedi, constitue une nouvelle étape dans la mise en place d'un nouveau gouvernement. Rappelons qu'au début du mois de décembre 2020, le président Félix Tshisekedi avait mis fin à la coalition FCC-Cash en vue de créer une nouvelle majorité portant le nom d'Union Sacrée. Au Bénin, l'élection présidentielle du 11 avril 2021 approche à grands pas. La Commission électorale nationale autonome vient d'annoncer les dates du dépôt de candidature. Cette opération se tiendra du 1er au 4 février, le tout dans un climat préélectoral tendu, puisque les principaux partis d'opposition ne sont pas sûrs de pouvoir participer à ce scrutin au vu des dispositions du nouveau code électoral en vigueur. C'est dans ce contexte que l'opposant Sébastien Javon, exilé en France, a décidé de saisir le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève. Le but, demander l'annulation de sa condamnation pour trafic de cocaïne en 2018, ainsi que la suspension de toutes les procédures judiciaires menées à son encontre, afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle d'avril 2021, puisque les demandes de la Cour africaine des droits de l'homme en ce sens ont toutes été ignorées par l'État béninois. Écoutons à propos du climat préélectoral le porte-parole de son parti, l'Union sociale libérale, Don Clam Abalo. On a dit que selon le calendrier électoral qui aura été fait, parce que nous ne sommes pas informés de ça, le dépôt de candidature courrait du 1er au 4 février, donc on attend de voir. Dans tous les cas de figure, en ce qui concerne l'USL, il y a un peu plus d'1 mois, nous avons fait une déclaration officielle, une déclaration dans laquelle nous disions carrément, et clairement aussi, que dans les conditions actuelles, il n'y a pas d'élection qui tienne pour nous. Le jeu est biaisé, les conditions sont faussées.
L'atmosphère aujourd'hui au Bénin est totalement bizarre. C'est la première fois de mémoire de Béninois qu'à quelques semaines d'une échéance électorale aussi cruciale que la présidentielle, qu'on n'ait pas de débat d'idées, qu'on n'ait pas une visibilité claire sur les offres politiques pour le Bénin. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que le président Talon et sa colistière qui sont connus. Et ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Il faut dire également qu'il y a une atmosphère ambiante de crainte, de peur, de panique, parce que beaucoup de jeunes sont arrêtés aujourd'hui, qui pour avoir opiné simplement sur les réseaux sociaux, qui pour avoir tenu simplement des réunions. Donc il y a une psychose qui règne dans le pays, avec des lois qui briment la liberté. On se demande exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde est quoi là. Puis regarde, à quelques semaines des élections, on sent bien que le Bénin ne vit pas. Et ça, c'est quand même dommage. La 58e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue le 23 janvier par visioconférence. Et c'est durant cette rencontre virtuelle que le président nigérian Muhammadu Buhari a plaidé pour une restructuration immédiate de la CEDEAO. Une requête importante puisque le Nigeria contribue à hauteur de 67% au produit intérieur brut de la CEDEAO. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Le président Muhammadu Buhari a plaidé en faveur de la restructuration de la CEDEAO. Selon lui, l'organisation devait rationaliser sa gestion pour s'adapter aux réalités actuelles. Une déclaration faite à l'occasion de la 58e session ordinaire virtuelle de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une situation où la CEDEAO compte 23 personnes nommées statutairement, dont 13 commissaires pour cette commission, est totalement insoutenable. L'Union africaine, notre plus grande organisation continentale de 55 membres, a réduit le nombre de ses commissaires à 6 seulement. Le but avancé était l'efficacité et la performance en éliminant notamment les chevauchements et les conflits d'opposition entre différentes personnalités nommées. Il recommande ainsi la mise sur pied immédiate d'un comité ministériel ad hoc pour se pencher sur ce dossier. Il serait intéressant, avant de procéder à une quelconque réforme de l'organisation, de procéder à un minimum d'études, de faire le point, de voir est-ce qu'aujourd'hui, la structure telle qu'elle est faite, est-ce qu'elle ne répond pas aux objectifs de la CEDEAO, est-ce qu'elle n'est pas efficace? C'est pas parce que d'autres organisations ont procédé à des régimes qu'il faut ipso facto que la CEDEAO procède au sien. Alors je pense d'abord qu'il faut faire un audit. Après l'audit, on tirera les conclusions et s'il faut à partir de là procéder à la réforme, là il y aura des arguments précis, concis, mais que de faire des comparaisons. Parce que la comparaison n'est pas raison. À l'issue de la rencontre, de nombreux sujets d'actualité sous-régionale ont fait l'objet de discussions, notamment sur la monnaie unique, l'ECO. Selon le communiqué de la CEDEAO, l'échéance pour ce projet déjà plusieurs fois reporté sera à nouveau repoussée suite aux impacts de la pandémie. Une nouvelle feuille de route est prévue d'ici 2025. Nouvelle vague de violence dans l'ouest du Soudan. Des affrontements interethniques au Darfour ont fait au moins 200 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Une situation sécuritaire qui inquiète la communauté internationale. Quelques semaines après le départ, le 31 décembre 2020, de la MINUAD, la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour qui était chargée de protéger les civils. Un sujet de la rédaction. Quelques semaines à peine après le départ des casques bleus, les violences reprennent au Darfour. Mi-janvier, 3 jours d'affrontements interethniques entre éleveurs nomades arabes et fermiers darfouris ont engendré un lourd bilan. Plus de 200 personnes ont été tuées et au moins 90 000 autres ont été déplacées dans cette région de l'ouest du Soudan. Ces incidents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au risque imminent de nouvelles violences au Darfour, dans un environnement où les tensions ethniques et tribales, vieilles de plusieurs décennies encore alimentées par le régime précédent, continuent de s'aggraver. Il y a de graves lacunes dans la protection des autorités de l'État, ainsi qu'un manque de responsabilité pour les violations. Les établissements de santé locaux ont déclaré être incapables de faire face au nombre élevé de blessés. Selon les observateurs, la MINUAD n'aurait peut-être pas pu empêcher ces nouvelles violences, mais sa présence aurait tout de même eu un effet dissuasif.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités soudanaises à assurer sans délai la mise en œuvre de son plan national pour la protection des civils et à rétablir l'ordre public et l'état de droit au Darfour. Nous exhortons les autorités à donner la priorité à la réalisation d'enquêtes approfondies et efficaces afin de garantir rapidement que les auteurs individuels soient traduits en justice pour briser le cycle des citoyens armés qui se font justice eux-mêmes pour venger les attaques contre les membres de leur communauté. Les victimes et leurs familles ont le droit d'obtenir réparation. L'insécurité et l'impunité chronique rendent le Darfour vulnérable à de nouvelles violences. La MINUAD à peine partie, l'efficacité des forces de sécurité soudanaises est déjà remise en question. Notons que les forces de soutien rapide, unités paramilitaires censées assurer la protection des civils au Soudan, sont elles aussi régulièrement visées par des accusations de crimes de guerre au Darfour. Un drame s'est produit dans la matinée de ce mercredi 27 janvier à l'ouest du Cameroun. Un camion transportant du fioul et un bus ayant à son bord près de 70 personnes sont entrés en collision sur la falaise de Tchang, située dans le département de la Ménoua. Le choc a déclenché un gigantesque brasier faisant au moins 53 morts et une vingtaine de blessés graves. Les autorités locales se sont rendues sur place. Une enquête a été ouverte. La Guinée-Bissau va recevoir du soutien dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Le Fonds monétaire international a annoncé le 26 janvier le décaissement d'environ 20 millions de dollars. Objectif, amortir les effets de la crise économique que traverse actuellement le pays. Plus de détails avec Aïssatou Bari. La Guinée-Bissau va bénéficier d'un financement de 20,4 millions de dollars du Fonds monétaire international. Le nouveau financement a été accordé dans le cadre d'une facilité de crédit rapide dont l'objectif est d'aider le gouvernement à faire face aux besoins urgents budgétaires et de la balance des paiements dus à la pandémie de Covid-19. Si l'on regarde la courbe des dettes de chaque État sur les 15 à 20 dernières années et le niveau de l'économie, on se rend compte que l'endettement n'a pas permis de bâtir les structures de base de nos pays. Pour un pays comme la Guinée-Bissau, recevoir du FMI une facilité de crédit rapide est certes opportun, mais la question est de savoir est-ce que cela résout réellement les problèmes qui se posent aujourd'hui pour ce pays. Le FMI et la Banque mondiale pourraient réorienter leur appui aux États vers une sorte de pseudo-plan Marshall mutualisé et financé autrement que par la dette. La baisse de la demande extérieure de noix de cajou, l'un de ses principaux produits d'exportation dû à la pandémie, a entraîné une détérioration de sa position extérieure et de sa situation budgétaire. Pour sortir de cette crise, le FMI appelle les autorités bissau-guinéennes à améliorer leur investissement sanitaire. Les effets de ces chocs devraient persister en 2021, reflétant la nécessité de maintenir les importations pour la consommation et les investissements essentiels pour renforcer les capacités et les infrastructures du secteur de la santé qui a été encore affaibli par de graves inondations en septembre 2020. En 2020, le virus avait perturbé l'activité économique du pays au point de faire reculer la croissance à environ moins 2,9%, selon le dernier rapport sur les perspectives économiques du FMI pour l'Afrique. Dans le reste de l'actualité, la commission de contrôle de la Fédération internationale de football FIFA a rejeté ce mardi 26 janvier les candidatures du Malgache Ahmad Ahmad, du Congolais Constant Omari et de l'Algérien Zeredine Zetchi pour les élections de la Confédération africaine de football CAF prévues le 12 mars. Déclarés inéligibles, ils sont définitivement écartés de la course à la présidence et de l'obtention d'un éventuel siège au Conseil de la FIFA. En revanche, les candidatures du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe à la présidence de la CAF ont été validées par la FIFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.